Bonjour, on va traiter sous la forme d'une mini-série qui va comporter quelques épisodes, un chapitre, un point du programme de terminale spécialité SVT qui s'intitule Le cerveau, plasticité, fragilité et rôle dans la motricité. C'est un chapitre qui s'inscrit dans le thème 3 du programme, corps humain et santé, et dans une sous-partie de ce thème qui s'intitule comportement, mouvement et système nerveux. Alors en introduction, on peut partir de ce que l'on aura déjà vu, c'est-à-dire sur le fait que nos mouvements involontaires, ce qu'on appelle réflexes, ont un centre de commande qui se trouve dans la moelle épinière. Et contrairement à ces mouvements, nos mouvements volontaires, eux, nécessitent l'intervention du cerveau. Donc c'est un organe en fait hein, qui est essentiel à cette motricité volontaire, mais il l'est également à de nombreuses autres fonctions. C'est un organe qui est fragile et du coup sa préservation est essentielle. Son étude, permet également de comprendre qu'il s'agit d'un organe, très particulier car il est très dynamique et qu'il est en constante, construction. Du coup, dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser à la manière dont on peut mettre en évidence, le fait que le cerveau intervienne dans nos mouvements volontaires, d'une part, et d'autre part, de quelle façon cet organe intervient-il dans la commande de ces mouvements. Alors dans un premier point, donc nous allons voir le rôle du cerveau dans la motricité volontaire et nous allons commencer par mettre en évidence le fait qu'il existe une commande dite corticale justement pour ces mouvements. Alors cette commande corticale, elle provient du cortex, donc qui est une partie du cerveau. On connaît l'organisation de ce cortex notamment grâce à des techniques de l'imagerie médicale, notamment l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Ce type d'imagerie, en fait, fournit deux types d'images. Des images anatomiques du cerveau, qu'on appelle des IRM anatomiques, sous forme de coupes virtuelles, pardon. Et puis, on peut également visualiser, grâce à cette technique, les zones les plus actives dans le cerveau lorsque l'individu effectue un certain nombre de tâches qui sont déterminées, notamment, par exemple, ici en ce qui nous concerne, des tâches concernant la motricité. Et donc sur cette première diapositive, on a tout à droite une coupe frontale du cerveau et on distingue ici les deux hémisphères, donc l'hémisphère cérébral droit qui se trouve à gauche de l'illustration et puis l'hémisphère cérébral gauche donc qui se trouve à droite. Et on va distinguer ici finalement deux parties dont l'une est colorée, on l'appelle la substance grise, c'est tout ce qui fait cette périphérie là qui est un peu rosée, on l'appelle la substance grise, et la substance grise justement c'est le cortex. Et puis plus en profondeur, on a ce qu'on appelle la substance blanche. Du coup, le cortex cérébral, en termes de lexique, hein, le cortex cérébral, ça va être la partie superficielle du cerveau qui est constituée de substances grises et qui, là on ne le voit pas, mais et qui est formée d'un nombre de couches de neurones, enfin d'un nombre de couches superposées de neurones qui sont connectés entre eux. Il y en a en tout 6. Comment mettons en évidence que le cortex intervient dans les mouvements volontaires? On a à disposition un certain nombre de données, d'examens cliniques, de clichés. C'est notamment le cas en fait des IRM que l'on réalise chez des sujets, chez des patients, suite à un AVC. Et ces clichés en fait permettent de mettre en évidence justement l'importance du cortex cérébral dans la motricité volontaire chez l'individu. Donc là, on a deux individus ici. Un premier individu dont le cliché est en haut, qui présente une lésion assez importante du territoire cérébral droit. Donc cette atrophie du tissu cérébral droit est la conséquence d'un AVC. On voit que ça occupe une partie quand même assez importante hein, dans l'hémisphère cérébral droit. Et cette lésion est associée à une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie du côté gauche chez l'individu. Les bras, les membres, le visage, etc. En bas, on a un autre cliché, donc chez un autre sujet, un autre patient, qui lui présente une lésion un peu plus restreinte hein, dans l'hémisphère, dans le lobe pariétal de l'hémisphère gauche. Et cette lésion est associée à une hémiplégie droite, c'est-à-dire une paralysie du côté droit. Du coup, ce que l'on peut dire ici, en fait, c'est que des AVC
causent en fait ou provoquent des hémiplégies et cela permet de mettre en évidence le fait que suite à des lésions au niveau du cortex cérébral et donc à ses conséquences sur la motricité, ça permet de mettre en évidence le fait qu'il existe une commande corticale, donc une commande en fait présente dans le cortex à l'origine de nos mouvements volontaires. Ça, c'est la première chose que l'on peut dire. La deuxième chose que l'on peut dire aussi, c'est que la région du corps qui est impactée par cette lésion est toujours située du côté opposé de l'hémisphère qui a été lésé. Et donc, du coup, si commande corticale il y a, on dit que cette commande est contralatérale, c'est-à-dire que l'hémisphère ou le cortex cérébral gauche contrôle la motricité de la partie droite du corps et réciproquement. Alors ensuite, on peut préciser un petit peu au niveau de ce cortex la partie ou les parties qui interviennent plus finement dans les mouvements. Donc là, on va travailler sur des sujets qui sont normaux, qui sont sains. Et par des tests de motricité, on étudie les zones les plus actives au niveau du cortex grâce à des IRM dites fonctionnelles. Du coup, ces IRM fonctionnelles, ici, vous en avez deux types. On est sur deux types de protocoles. On mesure pour les premiers clichés en haut sous trois coupes différentes, coupe axiale, sagittale et coronale. On va mesurer en fait ici la différence d'activité qu'il y a chez un sujet à qui on demande de faire une tâche motrice avec la main droite. Et on constate que dans ce cas-là, il y a une toute petite partie du cortex qui est très active, qui est située dans l'hémisphère gauche et qui apparaît sous la forme d'une tache colorée. Si on fait la même chose sur un autre sujet, ou sur le même sujet d'ailleurs, et on lui demande de faire le même genre de tâche, mais avec la main gauche, on se rend compte que c'est une zone de dimension similaire qui s'active cette fois-ci dans l'hémisphère droit. Du coup, ces observations permettent de faire finalement deux conclusions. La première, c'est qu'il existe des aires motrices spécialisées, donc situées dans le cortex, des aires motrices spécialisées à l'origine des mouvements volontaires. Donc ce n'est pas tout le cortex ici qui est impliqué dans cette motricité, mais ce sont des zones très restreintes en définitive. En tout cas pour les mouvements de la main. Et puis ensuite, ce que cela permet de dire ou de confirmer, c'est le fait que le contrôle moteur est assuré par une aire motrice sur la partie contralatérale, c'est-à-dire sur la partie opposée du corps. Donc c'est-à-dire que la main droite est gérée par une partie du cortex cérébral gauche et la main gauche est gérée par une partie du cortex cérébral droit. Du coup, on appellera aire motrice primaire une aire fonctionnelle du cortex cérébral qui va commander directement l'exécution des mouvements volontaires. Alors, cette aire motrice primaire, en réalité, est associée à d'autres aires motrices qui, elles, sont impliquées dans d'autres aspects de la motricité, comme le contrôle, mais également la planification des mouvements volontaires. Alors, ce terme d'aire motrice primaire est appelé également cortex moteur primaire. Du coup, si on représente cela sur une vue latérale gauche du cortex cérébral, on voit que ce cortex cérébral ici, donc qui est la surface du cerveau, peut être découpé entre guillemets en différents lobes selon la position. Le lobe frontal, plutôt vers l'avant du cerveau, le lobe pariétal plutôt vers l'arrière, le lobe occipital au niveau de ce qu'on appellera éventuellement la nuque, et puis le lobe temporal sur le côté ici. Et bien en fait, les aires motrices primaires ou cortex moteur primaire sont situés au niveau du lobe frontal, plutôt sur la partie arrière du lobe frontal, presque à la limite avec le lobe pariétal. Donc on vient en fait de montrer ici qu'il existe une commande corticale des mouvements volontaires et que cette commande se situe dans une partie qu'on appelle le cortex moteur primaire et que cette commande est contralatérale. Alors du coup, quand on étudie un petit peu ça, j'irai plus finement, on a pu établir une cartographie assez fine de ces fameuses aires motrices primaires dont on parlait tout à l'heure. Et on a pu mettre en évidence en fait que chaque partie du corps humain était associée à un territoire très précis au niveau du cortex moteur primaire, territoire qui assurait la commande de la partie en question. Ici, par exemple, vous avez une représentation sur la partie droite de l'écran qui montre qu'au niveau du cortex moteur primaire, eh bien, on a des régions qui sont plus ou moins importantes et qui vont contrôler différentes parties du corps.
Et on s'est rendu compte en fait que les parties du corps qui étaient dotées de motricité particulièrement fine étaient gérées par des surfaces ou par des aires motrices primaires de grande importance. C'est le cas des lèvres, c'est le cas aussi de la main. Et à l'inverse, pour les parties du corps dont la motricité était beaucoup plus réduite que d'autres parties, eh bien en fait l'étendue des aires motrices primaires était beaucoup plus réduite. Cela donne lieu à une représentation que l'on a sous la forme d'un schéma, mais également sous la forme d'un bonhomme, en haut à droite, qu'on appelle l'homonculus moteur de Penfield, et donc qui représente de manière déformée le corps humain, justement en tenant compte de l'importance de l'organisation du cortex moteur primaire en fonction des parties du corps que celui-ci gère. Et donc sur ce bonhomme, on voit que celui-ci a des mains extrêmement exagérées, des lèvres exagérées, et à l'inverse, en fait, d'autres parties du corps qui sont beaucoup plus réduites. Donc cela traduit en fait l'importance des aires motrices primaires qui vont avoir en charge la motricité de ces parties-là. Alors, le cerveau, c'est un organe, je le disais en introduction, qui, qui remplit de nombreux rôles. On connaît maintenant en fait les cellules qui sont présentes dans le cerveau et on connaît aussi leur rôle. En réalité, le cerveau est constitué de deux grands types de cellules, mais qui ne sont pas, il n'y a pas que des neurones, il y a autre chose aussi. Deux grands types de cellules qui ont des fonctions bien distinctes. Alors on a d'abord les neurones, effectivement, dont le nombre est estimé à peu près à une centaine de milliards. C'était un ordre de grandeur, hein. Et ces neurones, on l'a déjà vu par le passé, sont des cellules nerveuses impliquées dans le traitement et puis dans la propagation des messages nerveux. Les corps cellulaires de ces neurones, puisque ce sont des cellules avec une forme, avec une morphologie très caractéristique, avec un corps cellulaire et puis de très longs prolongements, notamment l'axone, les corps cellulaires sont majoritairement situés dans le cortex, donc dans la substance grise, et puis les prolongements se retrouvent après dans la substance blanche. Ça, c'est pour, les cellules que l'on peut éventuellement connaître facilement. Et puis, il y a une deuxième catégorie de cellules, beaucoup plus nombreuses que les neurones d'ailleurs, qu'on appelle les cellules gliales. Donc, ce sont des cellules qui ne sont pas des neurones, des cellules non neuronales qui appartiennent au tissu nerveux et qui participent au bon fonctionnement de ce tissu. Alors, elles sont plus nombreuses que les neurones. Et puis, on peut en citer trois catégories, trois familles, si je puis dire. On va avoir les astrocytes, qui sont des cellules qui vont permettre la protection des neurones, mais également la nutrition des neurones et puis leur activité. Donc, ce sont des cellules qui font la jonction, si je puis dire, entre des capillaires sanguins et puis les corps cellulaires des neurones du cortex. On a après aussi ce qu'on appelle les oligodendrocytes, qui sont des cellules qui sont impliquées dans la fabrication, dans la formation de la gaine de myéline autour des axones de certains neurones. Et justement, en fait, ce sont ces gaines de myéline qui vont être responsables de la substance blanche que l'on a déjà identifiée tout à l'heure. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle les cellules de la microglie, qui sont des cellules impliquées dans les défenses immunitaires du cerveau. Du coup, pour terminer ce premier épisode, on retiendra essentiellement deux points. On va retenir que le cerveau donc, est constitué d'une diversité de cellules avec des fonctions bien variées. D'une part, des circuits de neurones au niveau du cortex. Ces circuits sont organisés en aires spécialisées, donc les fameuses aires motrices primaires. Et ces aires, en fait, justement, commandent nos mouvements volontaires de manière contralatérale. Ça, c'est le premier point qu'on peut retenir. Et puis le second point qu'on peut retenir aussi, c'est que en plus de ces circuits de neurones qui constituent des aires spécialisées, notamment les aires motrices primaires, on a des cellules gliales dont le fonctionnement participe justement au bon fonctionnement du cerveau. Eh bien, c'est tout pour ce premier épisode.